Salut, c'est Baud et je suis avec Kreshen. On a un petit... Salut Kreshen déjà. Salut Maud. On est dans un lieu mythique ici, qui est Exactement, oui. de ultime hallucination. C'est bien ça. Exactement. En plus, tu prononces bien. Un lieu rempli d'histoire, qui a l'air très intéressant aussi. Un lieu qui a l'air très intéressant. Mais dans ce lieu ici, il y a les ateliers de Kreshen. Enfin, vous pouvez le voir ici. Alors, les ateliers de Kreshen vous invitent à une saison 2024-2024 riche en créativité, expression artistique et développement personnel. Que vous soyez passionné par la poésie, le chant ou la musique, ces ateliers vous offrent l'opportunité d'explorer votre voix intérieure et développer votre style artistique unique. Parce que bon, chaque personne est unique. Parce que si tout le monde avait la même voix, Ça saurait. ça se saurait. Alors, tu es quand même, Kreshen, une artiste aux multiples talents, parolière, compositrice et chanteuse. Tu as conçu ces ateliers pour outiller techniquement tout en stimulant ton inspiration. Ton objectif est d'aider à renforcer la confiance en soi, améliorer la présence scénique et se préparer à des performances captivantes. Alors, que vous soyez débutant ou artiste confirmé, les ateliers de Kreshen proposent un accompagnement personnalisé pour révéler votre singularité et votre authenticité dans un cadre bienveillant et dynamique. J'ai visité l'endroit, je confirme. Alors, pour que ça donne un petit peu l'eau à la bouche, comment est née l'idée de créer les ateliers de Kreshen et qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer dans ce projet ? Bah écoute, en fait, quand j'ai commencé à faire des prestations plus régulières sur scène, j'avais toujours à cœur, dans un deuxième temps, d'inviter des artistes à monter sur scène. Donc je faisais une première partie en concert avec des musiciens que j'invite, et en deuxième partie, j'invitais aussi des chanteurs et chanteuses. C'est comme ça que tout a commencé. Ça s'appelait les Jazzy Jam à l'époque. Et en fait, à force de faire ça, ça a tout de suite eu un très très grand succès. Plusieurs personnes sont venues me voir à la fin en me disant « Dis, c'est chouette avec toi, on s'amuse bien et tout. Ça donne envie d'aller plus loin. Est-ce que tu donnes des cours ?» Moi, j'étais là, des cours ? Non, enfin, je n'ai pas la prétention de donner des cours, déjà de 1, puisque j'ai quand même un parcours assez autodidacte à la base. Et en plus, je vois pas tellement l'intérêt. Et puis, de fil en aiguille, à force d'avoir des demandes dans ce sens-là, je me suis dit, peut-être je ne vais pas donner des cours, mais je vais donner des ateliers pour accompagner les personnes et leur permettre, comme tu l'as très bien dit dès le début de cette interview, de prendre confiance en elles et d'explorer leur propre style. Et j'ai commencé ça maintenant il y a à peu près 2 ans. Le tout premier atelier, qui était un atelier individuel. Et tout de suite, ça a bien pris. Je peux la nommer, elle s'appelle Amina. C'est elle qui m'a vraiment lancée dans ce projet en me disant « Allez, j'ai envie d'être ta première. Oui, j'ai envie d'être ta première participante d'atelier. Vas-y, on y va. » Et c'est vrai que ça a été magnifique, ça a été une expérience humaine incroyable. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, sans prétention aucune encore une fois, mais j'avais cette possibilité de voir en chaque personne, et en l'occurrence là c'était chez Amina, ce qu'il y avait de plus beau dans sa voix, dans son identité artistique, et de la pousser à aller vers ça. Et du coup, j'ai commencé à ouvrir mes portes à d'autres chanteurs et chanteuses. De fil en aiguille, j'en ai eu de plus en plus, et je me suis dit, maintenant, ce qui serait vraiment top, c'est de les réunir tous ensemble pour faire un atelier collectif. Pour l'avoir expérimenté par moi-même, j'avais participé à La Plume Percée, qui était un projet assez identique au mien actuellement, et je m'étais rendu compte à quel point c'était important aussi de pouvoir présenter son projet personnel à d'autres artistes qui sont dans la même situation que nous, et qui donc ça crée une ambiance bienveillante où chacun est à la fois coach et coaché. Donc ça veut dire qu'on va donner son appréciation, mais vu qu'on participe aussi, c'est pas perçu comme un jugement, au contraire. Toute critique est constructive. En plus, voilà, ce sont des critiques constructives. Moi, j'appelle ça des propositions d'amélioration. Je préfère ça que critique ou évaluation même. Donc voilà. Et j'ai organisé le premier atelier collectif ici même à l'Ultime Hallucination, dans la galerie qui se trouve en bas, qui est un lieu tout aussi magnifique qu'ici. Chaque lieu est vraiment magnifique ici. Et voilà, et ça a été un succès. Tout de suite, ça a super bien fonctionné, et donc j'ai continué. Voilà. Comment tu définirais l'importance de la poésie et du chant dans le développement personnel et artistique ? C'est une très bonne question. Alors, je pense que c'est pas tellement une question de poésie, de chant, c'est plutôt une question de créativité.
peu importe le médium qu'on utilise. Ça peut aussi être la peinture, ça peut être écrire un roman, ça peut être beaucoup le jardinage, la cuisine. Bien sûr, en fait, le fait d'être créatif apporte énormément dans le développement personnel puisque on redevient maître de notre pouvoir de création. Finalement, c'est ce qui fait notre authenticité, notre spécificité sur Terre, c'est de pouvoir être maître de quelque chose qui nous appartient finalement. Et avoir ce pouvoir en nous de se dire, ok, je suis moi aussi peut-être un petit Dieu vivant qui peut créer quelque chose d'unique que quelqu'un d'autre ne pourrait pas créer. Et ça, se réapproprier ce pouvoir-là, ça a un pouvoir énorme au niveau développement personnel. Parce que si on est juste, entre guillemets, un pion dans un système, quelque part, c'est ça qui mène aussi parfois au burn-out. Il n'y a pas de reconnaissance, on a l'impression que ce qu'on fait est désincarné, ou en tout cas, on ne trouve pas le sens global de son action. Alors que là, mais on redevient le maître de ce qu'on crée. Et ça, c'est magique. Ça permet vraiment de se sentir mieux dans sa peau. Je l'ai pu l'expérimenter par moi-même et puis je l'ai vu aussi chez les autres. Donc voilà. Alors moi, pourquoi j'ai choisi la poésie et le chant? Parce que ce sont les deux médias que je préfère personnellement. C'est ceux qui me parlent le plus, même si j'aime aussi le graphisme, la peinture, etc. Mais voilà, ce sont ceux-là que j'ai choisis. J'ai toujours aimé écrire et je pense que par les mots aussi, on peut vraiment aller plus loin dans l'expression de son ressenti, et ça en quelque chose d'un peu thérapeutique aussi. Donc en termes de développement personnel, la thérapie, c'est pas mal. Tes participants, quels bénéfices concrets retirent-ils de ces disciplines dans leur parcours personnel? Écoute, ça leur apporte en général, de ce que j'entends, beaucoup de confiance en eux. Ça leur permet d'apprendre à mieux se connaître aussi, à développer leur style. Et tout ça fait qu'au niveau de leur identité profonde, ils ont ce sentiment d'exister, en fait, tout simplement, plus. Et donc ça leur apporte évidemment énormément. Et puis le fait aussi d'être dans une ambiance collective, ça aussi c'est énorme parce qu'il y a cette dynamique de groupe qui fait que, en fait, on est comme une petite famille qui se crée et on se soutient les uns les autres. Et ça, c'est magique, hein. Tu sais, tu connais cette phrase qui dit qu'est-ce qui est le plus important entre le chemin ou la destination? Et en fait, le plus important, c'est la compagnie. Et donc, quand on est dans un atelier collectif, on est tous ensemble et ça, c'est magique. On n'est pas juste tout seul dans sa chambre à se filmer pour Instagram ou Facebook. On est face à un vrai public qui, en plus, est un public actif dans le sens où chaque personne monte sur scène, quoi. Et ça, c'est incroyable. Incroyable. Quels sont les outils spécifiques que tu utilises pour aider les participants à trouver leur propre style artistique? Parce que dans ton atelier Trouver sa voix, comment tu aides les participants à développer leur propre répertoire et à s'approprier les chansons? Voilà, j'ai fait 2 questions. En fait. Mais tu as bien fait de préciser parce que c'est vrai que pour chaque atelier, j'ai des outils différents. Donc, pour Trouver sa voix, qui est donc l'atelier individuel au niveau chant, où là, vraiment, l'idée, c'est de développer justement encore plus son style personnel. En tout cas, les outils que j'aime utiliser, c'est déjà juste m'intéresser à la personne, savoir ce qu'elle aime, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle écoute? Qu'est-ce qui la fait vibrer? Et puis, écouter sa voix. Donc, on fait des petits exercices pour déterminer la tessiture vocale. Est-ce que la voix est plutôt dans les graves, dans les aigus, etc. Quels sont les effets qui sont naturellement perceptibles dans la voix de la personne? Et puis, je regroupe un peu tous ces éléments-là. On fait des exercices d'improvisation et autres. Et de fil en aiguille, il y a des choses qui ressortent. Et alors, je vais parfois peut-être les diriger dans quelque chose qu'ils n'auraient pas nécessairement choisi intuitivement par eux-mêmes, mais qui vont leur permettre d'explorer quelque chose de nouveau et qui vont affiner leur style, en fait. Donc ça, c'est un peu au cas par cas, tu vois, ça dépend un peu de chacun. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est partir du texte. Donc tu vois, parfois quand on chante, on va à un karaoké ou autre, on se concentre sur la prestation, sur la forme, sur est-ce qu'on va bien chanter juste, est-ce qu'on va bien présenter devant son public et tout, mais quelque part, parfois on peut oublier ce qu'on raconte. Or, l'histoire, ce qu'on raconte, ce qu'on veut transmettre comme émotion, dans le chant, c'est super important. C'est pour ça que j'aime bien la chanson française, pour les personnes qui sont francophones, parce que c'est plus facile de comprendre réellement ce qui a été dit, les jeux de mots, les figures de style et autres. Et ressentir les émotions de la chanson. Et ressentir les émotions, exactement. Donc c'est se reconnecter aux émotions et à son histoire personnelle. Donc souvent, ce que j'invite les participants à faire, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai choisi cette chanson parce que je trouve qu'elle groove bien ou que je la chante bien, que ça me va bien, très bien. Mais le texte, est-ce que ça te va bien aussi? Et donc je les invite même carrément, parfois...
Est-ce que tu comprends ce qui est dit? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te correspond? Et qu'est-ce que ça transmet sur ton histoire à toi? Parfois, je les invite aussi carrément à changer les paroles pour que ça leur corresponde, en fait. Tu vois? Et moi, je le fais aussi dans mon répertoire de reprises. Plein de fois, je change des mots pour que ça me parle. Je reprends des chansons qui ont été écrites pour des hommes, par des hommes, et je les transforme pour que ça corresponde aux femmes, par exemple. Tu vois, des chansons machistes deviennent féministes. Tu vois, on peut s'amuser à l'infini du moment que ça nous correspond. Ce sera beaucoup plus authentique et profond si les paroles correspondent à notre histoire personnelle. Peux-tu un peu me parler de ta philosophie artistique, notamment autour de l'idée que chanter ou écrire juste, c'est avant tout raisonner avec qui l'on est? Eh bien, écoute, par rapport à ce que je viens de dire, j'ai déjà eu quelques éléments de réponse, mais j'entends bien que tu veux aller un peu plus loin. Il y a quelque chose qui est très difficile pour tout le monde en général. C'est juste s'autoriser à être qui on est. C'est une phrase que j'adore parce qu'en fait, elle dit tout. On vit dans une société où il faut rentrer dans un moule, souvent, des étiquettes, des catégories. Tu dois être comme ci, comme ça. Et si on ne sait pas t'étiqueter, alors du coup, tu es inclassable. Et donc, du coup, même dans l'art, c'est difficile de te diffuser. On te demande toujours de mettre un petit peu cette étiquette. Il y a beaucoup de personnes qui s'y retrouvent pas, même à l'école. Tu vois, on ne va pas aller dans les détails de l'éducation, etc. Mais c'est un peu dans notre société de manière générale. Maintenant, ça change un peu et c'est une très bonne chose. Alors moi, ce que je dis aux personnes, c'est en fait, vous n'êtes pas des cases, vous n'êtes pas des étiquettes, vous êtes qui vous êtes. Et c'est magnifique. Vous ne devez pas changer qui vous êtes, vous devez magnifier qui vous êtes, vous devez amplifier la personne que vous êtes ou la part de vous que vous avez envie de mettre en avant à travers une chanson en particulier. Et ça, s'autoriser ça, c'est magique. Alors parfois, j'utilise des outils aussi comme des déguisements, tu vois, des chapeaux, des masques, enfin bref, toute une série de petits éléments qui font que parfois, quand on est déguisé, on n'ose plus être soi-même. C'est ça qui est bizarre. Mais c'est un peu quoi. C'est l'effet carnaval, tu vois, c'est se dire, ok, je m'autorise tout, je m'autorise à être fou, à faire n'importe quoi, mais finalement, c'est la seule manière qu'on a d'explorer qui on est vraiment. Et donc c'est ça, c'est s'autoriser à être qui on est. Et ça, franchement, quand on arrive à le faire, c'est magique. On trouve une liberté inouïe là-dedans. Et comment l'atelier poésique aide-t-il à stimuler l'inspiration poétique et l'expression orale? L'atelier poésique, là, l'idée, c'est vraiment d'écrire. Donc c'est un atelier en 2 temps. Le premier temps, c'est vraiment dédié à l'expression écrite. Et puis dans un second temps, on va donner une voix à ce qu'on a écrit. Donc on va vraiment exprimer devant le groupe ce qu'on a écrit. Il y a, si tu veux, il y a une étape peut-être en plus d'une certaine manière, puisque on va pas seulement se réapproprier un texte qui a déjà été écrit, enfin une chanson, une reprise ou une cover. On va aller plus loin, on va vraiment être dans une intimité profonde puisqu'on va dévoiler ce qu'on est profondément, en écrivant par soi-même. On devient auteur. Et là, c'est quelque part encore plus intime et parfois encore plus difficile quand on doit exprimer ce qu'on ressent soi-même. Alors là, on doit même plus chercher pour trouver une cohérence avec son histoire personnelle, puisqu'on l'a écrit soi-même, en général, c'est relié à son histoire personnelle. Et c'est ça, moi j'adore ce côté-là parce que ça permet d'aller un petit peu plus loin. Mais c'est pas toujours évident. On a parfois des grandes émotions dans cet atelier-là parce que moi, je pousse un peu les participants à aller au fin fond de leur retranchement, pas rester en surface et aller plus loin. Donc, mais c'est toujours une expérience magnifique. Ça se passe toujours très bien au final, même si parfois c'est limite, quoi, parce que bon, voilà, l'intimité, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais bon, voilà. Donc, avec l'atelier poésique, on va un petit peu plus loin dans cette recherche, dans cette quête, dans cette manière d'exprimer qui on est. C'est quoi que tu utilises comme outil sensoriel et créatif pour déployer le talent des participants? Écoute, en général, je viens à la fois avec des éléments plus théoriques. Et donc, tu vois, par exemple, les figures de style ou les techniques d'écriture, parce que la poésie, c'est large, en fait. Tu peux avoir de la poésie classique avec des alexandrins et autres, et puis après, tu peux aller dans... la chanson, c'est de la poésie. Tu vois, le slam, c'est de la poésie. Le rap, c'est de la poésie. La fable aussi. Le conte poétique. Enfin, t'as plein de techniques d'écriture. Donc déjà, ça, aiguillé vers des styles différents, ça permet d'explorer un peu plus.
Ensuite, il y a aussi les figures de style. Bon, voilà, là, c'est un peu de théorie. On a un peu, voilà, juste pour pouvoir nommer ce qu'on fait déjà intuitivement, parce qu'en général, on fait des rimes, on fait des choses, on fait des métaphores quand on est poète, de manière assez naturelle. Mais le fait de pouvoir les nommer permet d'affûter un tout petit peu plus sa boîte à outils. Et après, il y a les fameux générateurs d'expression, pour revenir à ta question, où là, je viens avec tout ce qui est, oui, effectivement, sensoriel. Donc, je peux proposer des couleurs, des sons, des souvenirs. Ça peut aussi être des générateurs d'expression personnelle. Quand je dis, penser à un souvenir d'enfance, par exemple, tu vois, tu fermes les yeux, tu as la Madeleine de Proust, ou, tu peux avoir plein de possibilités et tu vas te replonger en fonction de la thématique que je propose, des figures de style et autres. Tout ça se recoupe et puis ça te fait voyager, tu vois. Parfois, je suis venue avec des épices, carrément. Je propose aux personnes de sentir une épice et puis de voyager à travers ça. Donc, c'est vraiment les 5 sens et parfois, c'est même un peu plus. Je viens parfois aussi, quand je dis un peu plus, ça veut dire que c'est pas seulement relié aux 5 sens, mais ça peut aussi être des valeurs, par exemple. Tu vois, je suis déjà venue avec des phrases philosophiques et je leur propose de s'inspirer de ça pour écrire, par exemple. Tu vois, donc il y a vraiment plein de choses possibles et imaginables. Tu vois, ici, on est là tous les deux. Cette plante, ça pourrait être un générateur d'expression. Ce magnifique pan derrière nous aussi. Enfin, tout ce qui se prête à notre vue, nos oreilles, nos 5 sens, peut être un générateur d'expression. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est illimité finalement. Le collectif des ateliers se produit lors de scènes ouvertes et de shows comme Take the Mic et de Ultime Talent Show. Comment ces événements contribuent-ils à l'épanouissement des artistes ? Alors, on va commencer peut-être avec le Take the Mic. Le Take the Mic, c'est l'évolution du fameux Jazzy Jam dont je te parlais tout à l'heure. Donc, c'est une scène ouverte où, évidemment, les participants des ateliers ont l'occasion de monter sur scène, de s'amuser, d'explorer. C'est un peu comme un laboratoire aussi pour eux, une première scène, ou parfois plus pour certains d'entre eux. Et c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est aussi l'opportunité pour eux de rencontrer d'autres artistes. Alors, j'invite toujours aussi des artistes un peu plus avancés dans leur parcours, des professionnels ou des semi-pros, pour rester stimulés, avoir envie de s'inspirer aussi d'autres artistes. Donc c'est vraiment une scène d'exploration et une scène de rencontre de soi et des autres en fait. Donc ça c'est vraiment génial, ça se passe super bien en général, c'est toujours un moment de grand bonheur, aussi bien pour les artistes invités que pour les participants des ateliers. Là maintenant cette année, ça va avoir lieu ici à l'Ultime Hallucinatie, dans la salle au rez-de-chaussée. Donc ce sera le samedi de 15 à 18h, un samedi par mois environ, ou tous les 2 mois, ça dépend. On a un petit peu... voilà, toutes les dates sont dans le flyer et sur mon site. Donc voilà. La différence avec The Ultime Talent Show, c'est que ça, c'est vraiment le spectacle de fin de saison, en quelque sorte, où... ce sera surtout les artistes qui participent aux ateliers qui seront mis en valeur. Petite différence aussi avec les années précédentes, c'est que, étant donné qu'ils évoluent aussi, il y en a qui reviennent d'année en année, l'idée, ce sera vraiment de faire que des compositions. Donc, que des textes écrits par eux-mêmes pour l'atelier poésique et des chansons qu'ils auront créées pour l'atelier de chant. Tu vois, les ateliers de chant. J'ai vraiment à cœur que ce soit le cas. Alors, comme on a des artistes qui sont très prolifiques en termes de création, je pense, et je ne leur ai pas encore parlé de ça, donc tu vois, c'est une avant-première, là j'en parle pour la première fois. On parle de bac à compost, eh bien là ce sera un bac à compo. Un bac à compo qui sera un peu le terreau de ce fameux Ultime Talent Show. Donc ça veut dire que tous les artistes qui ont des facilités à créer, et ceux qui en ont peut-être un peu moins aussi, why not, pourront y déposer des compositions à eux qu'ils ont envie d'offrir aux autres, tout simplement. Voilà. Et donc, moi, bien sûr, j'en ai quelques-unes, j'en ai même beaucoup, mais je ne suis pas la seule. Oui, il y en a plusieurs qui sont des compositeurs dans le groupe et qui vont pouvoir proposer leur talent pour de paroliers. Donc moi, je peux venir, si j'ai une chanson, je peux venir la présenter alors que je ne sais pas chanter. Si tu participes aux ateliers, oui. Si je participe, j'espère qu'il y aura quand même une amélioration. Pour ça, je n'ai pas le temps, c'est ça malheureusement, je n'ai pas le temps. Alors ça, c'est bien que tu parles de ça aussi, parce qu'au début, ce n'était pas encore très clair pour moi quand j'ai commencé vraiment ce projet, mais ce n'est pas des cours. Il faut quand même avoir un minimum de base pour venir aux ateliers, puisque l'objectif principal, c'est de faire de la scène.
Alors si j'ai des artistes qui viennent me voir et qui n'ont pas, entre guillemets, cette base minimum, alors tu sais, c'est très subjectif hein, tout ça, mais j'essaie de le faire un peu au feeling par rapport à voilà, ce que je vois des autres participants et autres. Et donc alors à ce moment-là, je les redirige plutôt vers des collègues qui, eux, donnent des cours pour apprendre les bases, pour pouvoir vraiment se sentir à l'aise au niveau rythmique, au niveau justesse, au niveau harmonie. Voilà. Ouais, parce que moi, ma fréquence, c'est voix de douche, donc c'est mort. Mais ça dépend, il faudrait tester. Moi, je serais curieuse de t'entendre chanter. À mon avis, je pense que tu dois te sous-évaluer. Mais tu sais que ça me donne le trac hein, pour ça. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil pour gérer le trac et améliorer la communication avec le public ou les musiciens? Ah, c'est très intéressant, cette question, encore une fois, parce que c'est une vraie question. C'est souvent le problème de beaucoup d'artistes, y compris les professionnels d'ailleurs. Et moi-même, il y a des tas de fois où je dois un petit peu me recentrer. Alors, il y a un truc. Le truc principal, c'est se rappeler qu'on est là pour s'amuser, pour offrir quelque chose, pour partager quelque chose. La deuxième chose, c'est se rappeler que le public fait partie intégrante du show. Ils participent avec nous, en fait. Ils ne sont pas là pour nous souhaiter du mal, en fait. Au contraire. S'ils sont venus nous voir, c'est qu'ils ont envie de passer un bon moment et qu'ils ont envie de participer avec nous au show. Donc, le voir comme un allié et pas comme un ennemi qui va nous juger ou qui va... C'est ça, en fait. Et beaucoup de gens croient que l'ennemi, le public est un ennemi qui va nous juger, alors que le seul ennemi, c'est notre juge intérieur. Parce qu'en fait, le public n'est pas du tout là pour nous juger. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est l'improvisation. Et ça, c'est pour ça que j'aime bien les amener, les participants, à improviser. Improviser, c'est large, hein, c'est pas seulement faire du scat et rebondir. C'est rebondir, certes, mais de manière... ça peut être accessible à tout le monde. C'est par exemple, j'oublie une partie de mon texte, j'improvise un autre mot à la place jusqu'à retomber sur mes pattes. Ou simplement, je fais du la ou des onomatopées, ou je fais une petite réflexion aux musiciens, ou j'interpelle le public, le temps que ça revienne. Et si ça ne revient pas, c'est pas grave non plus. En fait, c'est dédramatiser, tu vois aussi. Voilà. Donc, prendre du plaisir, voir le public comme un partenaire, comme vraiment une partie prenante dans le show. Et puis... improviser, si jamais il y a le moindre souci. Et quand tu as ces trois éléments-là, en général, tu es déjà assez bien paré pour le show. Dans l'atelier identité artistique, tu proposes des outils pour communiquer ton projet artistique. Comment aides-tu les artistes à construire leur image et surtout à se démarquer ? Se démarquer, je ne sais pas si j'en suis capable, en toute honnêteté, mais ce que je peux essayer de faire, en tout cas, c'est de les aider à élaborer... sous forme graphique, leur identité visuelle. Voilà. Alors, on commence par des choses qui ne sont pas du tout en lien avec le graphisme. Donc, je ne vais pas venir vers l'artiste et dire « Ok, c'est quoi ta couleur préférée, ta police, qu'est-ce que tu aimes bien comme police c'est quoi une police ?» Tu vois ? Non. Je vais partir d'outils de développement personnel. Tout simplement. Donc, il y a un outil que j'adore utiliser, par exemple, c'est le portrait chinois, tout simplement. Ça permet de mettre en image qui on est. Et sur cette base-là, après plusieurs, il y a des tests de personnalité. Enfin, j'utilise plein d'outils différents. Je ne vais pas tout dévoiler, même si parce que ça va prendre du temps. C'est pas que je ne veux pas vous dévoiler, mais ça prend du temps parce qu'il y en a beaucoup. Bon, tu sais bien, toi-même tu sais. L'astrologie aussi en fait partie, parce que j'adore l'astrologie et que je trouve qu'il y a des éléments en termes de personnalité qui sont intéressants. Et une fois qu'on a fait un petit peu le tour de tous ces éléments-là, alors on va pouvoir décliner ça en couleurs, en ambiance, en visuel. Et on va élaborer ce qu'on appelle le mood board, qui est vraiment un espèce de tableau avec plein d'images. Et on va voir ce qui communique, qu'est-ce qui fonctionne ensemble. On va peut-être un peu élaguer, enlever les choses qui sont de trop, ou qui ne fonctionnent pas avec l'ensemble. Et on va essayer de resserrer le tout vers vraiment l'essence même de la personnalité visuelle de l'artiste. Et sur cette base-là, après, les choses se font assez vite. Parce qu'une fois qu'on a pu vraiment élaguer, on a déjà une vision très claire. On a une palette de couleurs qui s'élabore, puis après on a les typos et autres, et on peut commencer à décliner ça sous forme de flyers, de cartes de visite, de dossiers de présentation, de dossiers de presse. Et voilà. Donc, est-ce que ça va se démarquer ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce sera aussi proche possible de la personne que je rencontre. Est-ce que justement tu peux un peu m'en dire plus sur l'importance de la biographie, du storytelling et de l'identité visuelle pour un artiste en développement ? J'en reviens à ce que tu disais par rapport au démarquage. Je pense que c'est peut-être ça la porte d'entrée pour se démarquer. Finalement, c'est peut-être pas tellement le visuel, parce que le visuel, il y en a une infinité de beaux visuels. Enfin, tu vois,
oui, clairement, il y a des choses qui vont se démarquer, mais peut-être que ce qui est encore plus important, c'est l'histoire qu'on raconte. L'histoire qu'on raconte, c'est son histoire propre, en fait. Peut-être tu vas avoir 2 artistes qui vont utiliser le noir parce qu'ils adorent et le doré, j'invente, mais tu n'auras pas 2 artistes qui auront la même histoire, parce qu'on est tous uniques. Et donc du coup, je pense que c'est ça qui est important pour se démarquer, c'est de pouvoir raconter son histoire à soi. Quels sont nos objectifs? Quel est notre parcours? Qu'est-ce qu'on souhaite? Quelles ont été nos difficultés aussi, se montrer humain, vulnérable auprès de son public, pouvoir accepter aussi de se dire ok, je suis pas parfait et j'ai envie de m'améliorer. Enfin, tu vois, il y a toute une série de petites choses qui font que du coup le public va pouvoir aussi s'identifier à l'artiste, tout en se disant mais il y a aussi un côté comment dire, qui sort un peu du lot. En même temps. Donc il faut trouver un équilibre entre le star system, je suis inatteignable parce que voilà, j'ai développé quelque chose d'unique et que personne ne peut être comme moi, et en même temps ce petit côté plus accessible. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois. Après, je ne suis pas une spécialiste là-dedans, donc c'est vraiment encore en toute humilité que je dis ça, mais j'ai l'impression que trouver cet équilibre entre accessibilité et rayonnement personnel fera qu'on va peut-être réussir à se démarquer. Alors pour les autres éléments dont tu parlais, je pense que c'est encore une fois un tout. C'est un tout à trouver, c'est un équilibre à trouver, ça prend du temps, c'est pas un truc que tu fais en 2 secondes et demie, c'est comme trouver un nom d'artiste, enfin tu vois, c'est pas facile, moi ça m'a pris beaucoup de temps avant de réussir à trouver mon nom d'artiste, voilà, et petit à petit, tous ces petits éléments, ta quête au niveau de ta voix musicale, tout se nourrit et tout se construit ensemble, et puis à un moment, c'est évident, voilà, c'est ça. Je suis ça, c'est ça que je veux mettre en avant. Et alors à ce moment-là, c'est magique parce qu'on se pose beaucoup moins de questions, on continue à se remettre en question, mais en tout cas, on a trouvé la ligne directrice dans laquelle on souhaite se diriger. Quels sont les principaux défis que tes participants rencontrent dans leur parcours et comment tu les aides à les surmonter? Mais là, je vais te reparler de confiance en soi. Parce que je pense que c'est ça le plus difficile. Je pense que la plupart, et je les comprends tellement parce que je suis aussi passée par là, et je passe encore par là, franchement, c'est de se dire, ok, je me fais confiance et je m'aime tel que je suis. Et je peux voir ce qu'il y a de plus beau en moi. En fait, le secret, c'est pas de vouloir être comme, c'est d'accepter qu'on est qui on est et de mettre en lumière ce qu'on fait de mieux. On fait tous quelque chose de bien, tous, c'est évident. Il n'y a pas une seule personne qui est nulle dans tout, ça n'existe pas. Donc c'est pouvoir mettre le doigt sur ce qu'on fait de mieux, et plutôt que de mettre le doigt sur ce qu'on ne fait pas assez bien, tu sais, comme à l'école, entouré en rouge, on en a déjà parlé, toi et moi, c'est plutôt de dire, ok, ça je le fais bien, du coup j'y vais, quoi. Je fonce et je mets en avant ce côté-là. Et puis après, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas améliorer ce qu'on fait moins bien, mais c'est beaucoup plus motivant de partir de ce qu'on sait faire pour ensuite améliorer ce qu'on fait moins bien que de partir de ce qu'on fait moins bien, franchement. Donc ça, c'est le challenge pour moi, vraiment, pour tout le monde. Se dire, ok, je vaux quelque chose, ce que je fais c'est bien, ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire du boulot, mais je pars de ça et je le mets en avant. Dernière question déjà. Tu donnerais quoi comme conseil à une personne qui hésite à rejoindre un atelier de chant ou d'écriture par peur de ne pas être à la hauteur? Eh bien, c'est qu'en fait, on est tous à la hauteur de qui on est. On n'a pas besoin de se comparer, en fait. C'est finalement le résumé de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. S'autoriser à être qui on est, ça suffit. On n'a pas besoin de plus. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. C'est même beaucoup. Merci. J'en sais un petit peu plus sur les ateliers de Kreshen, voilà, votre guide, juste ici. Donc voilà, on n'hésite pas à te contacter. Donc de toute façon, tout est en description ici, comme tu peux le voir. Donc voilà, écoute, merci. Merci à toi. Voilà, donc si tu as envie de participer aux ateliers Kreshen, ici en plein cœur de Saint-Josse, c'est à la rue Royale, je ne me trompe pas de numéro. 316 ou 7. 316, rue Royale à Saint-Josse, tout près entre Botanique et Sainte-Marie. Ouais. Et voilà, dans un lieu exceptionnel, quoi. Voilà, ligne du tram 92, ligne du tram 93, donc très très facile d'accès. Tout à fait. Je te remercie beaucoup et je souhaite beaucoup de succès aux ateliers de Kreshen. Merci beaucoup. Merci Kreshen. Merci à toi. Et à la prochaine.